de Roland-Garros. C'était vraiment énormément d'émotions. Après, évidemment, vu qu'on est toutes des compétitrices, on préférait tout le temps gagner. Donc, mais malheureusement, il y en a seulement une qui sort gagnante. Donc, c'était pas moi en l'occurrence, mais... C'est pas vous, mais quel parcours, hein. Arriver à ce niveau, on imagine la pression, le public parisien qui n'est pas forcément gentil, Serena Williams qui est un adversaire. Hein, ça, bon, comment on tient ça? On fait beaucoup de travail, déjà, Ouais. je pense à l'entraînement et sur les plus petits tournois pour s'habituer à certaines atmosphères. Et je pense que mon entraîneur, Dimitri Zavialov, a aussi énormément contribué à ce que je gère très bien ce match. Serena Williams a essayé de vous intimider un peu? C'est le jeu? Chaque joueuse, chaque joueur a ses formes d'intimidation. Ouais. Et je veux dire, peu importe quelle était la sienne ce jour-là, finalement, ça a quand même porté ses fruits vu que c'est elle qui a gagné le dernier point. Il y a des trucs, hein. Vous me disiez tout à l'heure, la présence, montrer qu'on est là, impressionner l'adversaire, ça compte? Pour ma part, je cherche toujours à montrer que le match sera très difficile. Et que, Comment vous faites? enfin, je pense que c'est d'être présente sur tous les points, ne pas galvauder un point par-ci, un point par-là, et essayer, dans les moments un peu plus serrés, de remettre une couche d'intensité, essayer de montrer vraiment que le match sera difficile. La présence physique, hein. Tout à l'heure, vous me parliez de vos jambes. Vous disiez simplement bien poser ses jambes, montrer le fait d'avoir des jambes puissantes. Tout ça, ça fonctionne, les jeux de regard. En tout cas, c'est plutôt... bon, je pense que merci à mon préparateur physique, mes jambes sont plus dessinées qu'il y a 2-3 ans. Donc ça a aussi un impact, car je pense que mes adversaires savent que je pourrais peut-être courir plus vite et peut-être plus longtemps qu'il y a quelques temps. Et j'y travaille encore pour être encore plus performante dans ce domaine. Timea Bacsinszky, en tout cas, il y a un phénomène Bacsinszky, vous êtes admiré, vous êtes aimé aussi. Alors, vous êtes jeune, vous avez 26 ans, mais il y a une cote d'affection, vous avez vu ces derniers temps, qui s'est développée. Ça touche, forcément. Ah, c'est très touchant, c'est adorable. Les gens sont vraiment adorables. Je me balade à Lausanne et beaucoup de personnes me félicitent, en tout cas. Et des fois, c'est un peu intimidant pour moi. Enfin, je n'étais pas habituée à avoir ça avant. Donc, c'est clair qu'il faudra, je pense, quelques temps pour que je m'y fasse à 100%. L'optimisme, c'est votre marque de fabrique, hein. Tout à l'heure, je voyais le tatouage que vous avez sur votre pied, qui est tiré de Eric Emmanuel Schmitt. Hein. Oui, tout à fait. Comment ça va? Alors, il y a toujours un ciel bleu derrière les nuages. C'est, on va dire, une phrase assez connue d'un de ses livres, Le sumo qui ne pouvait pas grossir. C'est mon ancien entraîneur, Erfan Jahangiri, qui m'a offert ce livre. Et c'est marrant, je lui en ai reparlé. Et à l'époque, quand je l'ai lu, je l'ai compris complètement différemment qu'aujourd'hui. Là, je l'ai relu il y a quelques semaines. Et c'est vrai qu'on voit à quel point l'être humain change après quelques années, parce qu'on le comprend, mais complètement différemment. Et je me réjouis de le relire dans 5 ou 10 ans pour voir comment je le comprends à ce moment-là aussi. Votre parcours force l'admiration. Vous avez connu la blessure, la dépression, hein, vous le dites. On va y revenir dans un moment, mais quelques mots encore d'abord sur le tennis en général. Le tennis suisse, il y a un miracle. Hein. Federer, Bacsinszky, Wawrinka et quelques autres. Pourquoi la Suisse? Pourquoi ça marche si bien, d'après vous? Je répondais souvent aux journalistes que c'était grâce au fromage et au chocolat suisse, mais bon, aussi l'air de ce pays. Mais je pense que c'est aussi par rapport à la qualité de vie, par rapport à la possibilité aussi d'avoir des bonnes infrastructures. La fédération aide aussi énormément, en tout cas pour ma part, et ça fait que ça donne... ça nous apaise, en tout cas, en tant que joueur. Et puis, au pire, si on ne perce pas tennistiquement, il y a la possibilité d'avoir une éducation absolument optimale en Suisse. Donc, comment dire, ça tranquillise l'être humain. Est-ce qu'il y a un style suisse, quand on pense à vous, à Wawrinka, vous êtes très offensif, combatif, etc., mais des stars modestes, disons, on l'a vu avec ça à Wawrinka à Roland-Garros? Je pense que peut-être ça, c'est de nouveau une touche de Dimitri Zavialov, vu qu'il C'était votre entraîneur aux deux, hein? Exactement, il a énormément travaillé avec Stan, et ensuite j'ai la chance de pouvoir travailler avec lui. Et en plus de ça, j'ai un entourage qui, depuis toujours, a essayé le plus possible de me faire garder les pieds sur terre, et je les remercie pour ça. Excusez mon français. Non, le short de Wawrinka, la terre entière en a parlé.
C'est ce côté, effectivement, pas gravure de mode, etc., un peu modeste, un peu détaché. Pour ma part, je trouve plutôt le t-shirt qui ne va pas avec le short. J'aurais préféré avoir peut-être un t-shirt complètement uni, parce que le short, c'est un peu quelque chose d'atypique, et je trouve que c'est bien d'être un peu créatif et atypique. Timea Bachinski, je le disais, votre parcours force l'admiration parce que vous avez failli arrêter, hein, c'est une histoire extraordinaire. Être en demi-finale de Roland-Garros et puis quelques années avant avoir dit c'est fini, c'est assez exceptionnel dans le monde du tennis. Vraiment, vous avez eu une dépression, on peut dire ça comme ça? Tout à fait. Après m'être blessée en 2011, je pense que je voulais juste pas me l'avouer à moi-même et ni aux personnes qui m'entouraient, mais j'étais profondément mal. Et en fait, en début... non, c'est pas vrai. Oh, oui, en début 2013, j'ai vu pour la première fois aussi une psychologue. J'ai été consultée parce que je me rendais compte que j'arrivais juste plus à respirer ou plus à avoir ma place au fait dans cette vie. Je savais pas vraiment quoi faire. Il y a beaucoup de gens que ça touche parce que d'abord ça peut arriver à tout le monde et ça arrive à beaucoup de gens. Vous décrivez la dépression, rester chez soi, regarder la télévision, ne plus avoir envie. Tout à fait. J'attendais juste que la vie elle passe et qu'on me propose de faire telle ou telle chose, mais c'est jamais moi qui prenais au fait ma vie en main, jusqu'à un jour où j'ai dit non, là, je me suis rendu compte et je me suis regardée au fait vraiment en face et je me suis dit là, il faut faire quelque chose. Et je remercie aussi les personnes qui m'ont encouragée d'aller consulter, parce que je pense que c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est plutôt une forme d'aide pour soi-même et surtout de maturité, de se dire ok, on a besoin d'aide et c'est pour améliorer, on va dire, sa vie ou les prochaines années de sa vie et pas quelque chose, on va dire, de négatif, en tout cas pour l'être humain. C'était quoi le déclic pour vous? Vous vous êtes dit, il faut que j'y aille, que j'aille de l'avant? Ça a commencé quand j'ai pris mon chien. Enfin, j'ai un petit chihuahua qui s'appelle Skippy. Et en fait, je me suis rendu compte que quand il est arrivé à la maison, il était tout petit, tout bébé. Et puis, je me suis dit, mais... je l'ai regardé et je me suis dit, mais mon Dieu, déjà, j'ai de la peine à prendre soin de moi, mais comment est-ce que je vais prendre soin de lui? Et c'est déjà ça qui m'a fait, tous les matins, d'être beaucoup plus disciplinée, d'avoir, on va dire, un horaire. Et à côté, des personnes me disaient, en fait, il faudrait vraiment que... Mais c'est une chose que les personnes le disent, mais après, c'est soi-même. On doit prendre notre courage à deux mains et décrocher le téléphone et appeler. Parce que c'est clair que c'est un environnement où on va mettre, on va dire, ses faiblesses en avant. Et personne n'aime, on va dire, parler de ses propres points négatifs et d'accepter qu'on est tel qu'on est. Le psychologue, il vous a amené quoi? Beaucoup de sérénité, la possibilité aussi d'avoir un regard objectif sur mon parcours ou sur la personne que je suis, et aussi à peut-être ne pas forcément me fixer de limites et d'essayer tout le temps de se développer et tout le temps de devenir peut-être quelqu'un de meilleur, mais pas uniquement sur le terrain de tennis, mais surtout à côté. Alors, il y a ce moment de votre vie où vous imaginez un autre destin que le tennis. Vous commencez un stage dans l'hôtellerie. Comment c'était? C'était génial, j'ai adoré. Au Chalet Royal, puis ils m'ont tellement vraiment bien aiguillé sur ce que je devais faire, comment me former si je souhaitais intégrer l'école hôtelière à Genève. Et c'est vrai que j'ai juste adoré ce moment, et même si c'était très dur des fois, des horaires, on va dire, atypiques pour moi. Et... il n'y a pas eu, pardon, de blessure d'orgueil là au moment, parce que quand même, quand vous aviez eu déjà des titres, même toute jeune, on va revenir tout à l'heure, vous êtes vraiment un prodige du tennis. Quand il faut servir des clients, etc., on a la position de la personne qui sert. C'était pas dur? Non, j'étais plutôt, j'avais tout le temps peur en fait qu'on me reconnaisse, après qu'on me questionne sur ma carrière tennistique, parce qu'évidemment j'avais le badge avec mon prénom. Mais autrement, non, au contraire. Enfin, je me réjouissais si c'était des étrangers qui fréquentaient l'hôtel. Comme ça, j'avais, j'étais un peu plus à l'abri. Mais non, je trouvais juste génial ce fait de pouvoir, en quelque sorte, offrir quelque chose aux gens, offrir qu'ils puissent passer une après-midi ou une soirée agréable. Qu'est-ce que vous avez appris là qui vous sert encore maintenant que vous avez repris la grande carrière du tennis? Je pense que c'est surtout ce fait de donner et puis jamais forcément attendre aussi quelque chose en retour. Et je pense qu'on doit vraiment être passionné pour faire ce métier, quand on veut vraiment bien le faire.
Et à côté, je vois aussi aujourd'hui, quand je voyage à travers le monde, je fais beaucoup plus attention à ces personnes qui ont, on va dire, ce travail qui est quand même assez difficile. Et en même temps, je fais toujours attention d'être respectueuse et d'accepter si quelquefois, voilà, ils sont peut-être pas tout le temps de bonne humeur, parce que je comprends que peut-être même avec leur propre supérieur, voilà, il y a peut-être des frictions ou des choses comme ça. Timé Bachinski, votre histoire, elle est hors norme. Hein. D'abord, vous êtes vraiment petit Mozart, je ne sais pas comment on dit au féminin, mais du tennis. À 3 ans, hein, à 3 ans, vous commencez à taper dans des balles. Ça commence là. Oui, je pense qu'au début, c'était ma maman qui a demandé au fait des balles en mousse à mon père qui est prof de tennis. Et donc, on a commencé comme ça à taper juste avec des toutes petites raquettes. Je ne pense pas qu'au... Enfin, voilà, au début, je ne me rendais juste pas compte. Pour moi, c'était juste de taper dans une balle d'une manière ou d'une autre, et puis une activité ludique. Chez votre père, il y a un rêve très puissant. Hein. Je crois que le modèle à l'époque, c'est Hingis. Oui. Vraiment de faire de vous une très grande championne. Oui, je pense que c'était quelque chose qui vient en fait, peut-être de son enfance, de son vécu. Il aurait toujours voulu réussir lui-même, mais c'est quelque chose qu'il n'a pas réussi. Donc, il voulait absolument briller à travers autrui. Et donc, il avait essayé, je pense aussi avec ses 2 autres enfants, de le faire, enfin, de ce que j'ai compris. Et c'est vrai que ça a peut-être un peu mieux marché avec moi. Et du coup, j'étais vraiment lancée dans cette histoire. Et évidemment, je voyais que j'étais plus brillante que la moyenne. Donc, on me disait constamment « Ah, mais tu es tellement brillante, il faut continuer, c'est impossible d'arrêter maintenant. » Et je me rendais juste pas compte de ce qui m'arrivait, jusqu'au jour où j'ai gentiment commencé à prendre mes propres décisions. Vous décrivez des scènes incroyables. Je crois que vous avez seulement 5 ans et votre père vous engueule, hein, parce que vraiment, il veut que vous vous surpassiez. C'est une exigence énorme. C'était beaucoup de pression en fait, constante à la maison. Je sentais que j'avais absolument pas de liberté, que c'était école, tennis, après dormir, manger telle ou telle chose. Tout était sous contrôle. Et en fait, j'ai une personnalité qui adore tellement découvrir la vie, découvrir les choses qui sont autour de moi, que c'était quelque chose qui ne fonctionnait juste pas. Et puis j'avais un besoin d'amour en quelque sorte. J'avais besoin d'un père en fait, que j'ai jamais eu. Pour moi, c'est un géniteur, un entraîneur, mais pas un papa. Et du coup, j'ai dû un peu créer mon monde pour avoir de l'affection d'une manière différente. Donc, je me débrouillais aussi pour gagner des matchs de tennis pour que peut-être que les gens m'aiment ou m'admirent en quelque sorte, pour que je reçoive, on va dire, un élan d'amour d'une manière ou d'une autre. Et c'est assez malsain. Vous dites des choses terribles sur cette enfance. Vous dites qu'il avait des gestes d'affection pour vous seulement au moment où vous gagnez des matchs. Hein. Oui, la majorité du temps, tout à fait. C'était... je pense qu'à un moment, il a peut-être plus réussi à faire la part des choses. Il a juste plus réussi à être uniquement père. Il a pas... En fait, j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir ce côté paternel. Donc c'est pour ça peut-être j'ai jamais vraiment été en manque de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'à un moment je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on me crie dessus si je mets pas 3 ou 4 coups droits à la suite dans le terrain? Moi, j'ai rien demandé à personne, en fait. Vous dites des moments, votre père est hongrois, où vous parliez hongrois pour pas que les autres comprennent ce que vous dites, parce que c'était des moments tellement forts. Hein. Ah, c'était pas des très très jolies paroles. Et comment j'ai commencé à me rebeller, on va dire en quelque sorte. Déjà assez tôt, j'avais un caractère assez fort et vraiment un espèce d'instinct de survie. Donc j'essayais tout le temps de contourner les règles, de vouloir. Pour moi, c'était vraiment une adrénaline. Donc je mentais très très fréquemment. C'était justement pour moi avoir ma petite dose d'adrénaline, où je savais que je contournais, on va dire, la règle. Et c'est vrai que quand on se parlait, c'était juste affreux, c'était horrible. Et je pense que beaucoup de personnes ont été témoins, en tout cas, notamment au Tennis Club Épalinges ou à la Halle d'Épalinges quand j'étais plus jeune. Et je pense qu'ils n'ont peut-être pas eu tout le temps des souvenirs extrêmement positifs. Alors, vous décrivez une enfance en partie volée par ça. Hein. Vous dites, voilà, pas possible d'aller aux fêtes avec des amis, beaucoup de privations. En même temps, c'est grâce à ça que vous êtes ce que vous êtes, non ? Je pense que ça aurait pu, ça aurait pu être
amené différemment. Et je pense que j'aurais pu être même meilleure si on m'avait lâché vraiment un tout petit peu de lest et si on appréciait juste le fait que je me donne à fond sur un terrain et ne pas forcément me mettre vraiment dans une petite boîte et puis contrôler toute ma journée, toute ma vie, en fait. Pour être une si grande championne que vous êtes maintenant, il ne faut pas forcément des sacrifices très durs? Oui, mais je pense qu'on peut aller plus loin sportivement que si on nous oblige à faire quelque chose. Parce que quand on nous oblige à faire quelque chose, ça ne vient jamais du sportif lui-même. Il y a peut-être un pourcentage, je ne peux pas vraiment le chiffrer, mais c'est toujours ce tout petit pourcentage qui va manquer vraiment pour se donner encore plus dans des moments très difficiles d'un match ou dans juste même à l'entraînement. Et pour moi, c'était impossible, à l'époque en tout cas, de me donner plus, parce que ça venait jamais au fait de moi entièrement. Donc je pense qu'il y a vraiment la possibilité d'être un champion différemment, quand on le décide déjà soi-même. On comprend que vous avez vécu des tensions familiales très graves, c'est le cas de beaucoup de gens, hein, divorce, etc., couper les ponts. En même temps, quand vous serez arrivé, quand vous aurez gagné Roland-Garros, Wimbledon et quelques autres... Ah, c'est gentil de me mettre un aussi joli palmarès. Vous êtes très bien parti pour ça. Vous direz merci aux deux, à votre père et à votre mère? En tout cas, pas pour l'instant. Je pense pas. Et je suis assez... Non, au fait, non. J'ai la réponse. Je dirais merci énormément à ma maman et à énormément de personnes qui m'entourent. Mais pour moi, en tout cas, par rapport à mon père, c'est pas quelque chose que je souhaite remercier d'une manière ou d'une autre. Et je sais que ça peut être critiqué, mais la vie, ma vie et mon choix m'appartient. Et donc j'ai le droit et la possibilité, on va dire, de faire ce choix. Timea Bacsinszky, aujourd'hui, c'est la réussite à un très très haut niveau. C'est un clan, on peut dire ça. Vous citiez votre mère, il y a votre compagnon qui est dans votre groupe aussi, oui, hein, je crois qu'il s'occupe de votre comptabilité. Il y a quelques amis, votre entraîneur Zavialov. Ça, c'est très important. C'est un sport où on est seul. Hein. Quand on est sur le terrain, on est seul, mais l'équipe compte. Ah oui, énormément. Sans eux, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et aussi, Bénédicte Linder, mon préparateur physique, quand on a commencé à travailler ensemble, il m'a dit « Il me faudra 2 ans pour que tu sois bien. » Et là, on arrive sur les 2 ans. Et je trouve ça juste top, incroyable d'avoir tout ce soutien autour de moi pour que je puisse donner vraiment le meilleur de moi-même. Ouverture au monde, hein, vous le devez ça aussi à votre père, à vos grands-parents hongrois. Vous avez eu du côté de vos grands-parents des attaches très fortes. Hein. Oui, on retournait chaque été jusqu'à ce que malheureusement ils ne soient plus là. Pour passer 1 ou 2 semaines avec eux. Donc c'est vrai que j'ai eu cette culture hongroise, j'ai eu la possibilité de voir que la vie était peut-être un peu plus difficile et compliquée en Transylvanie et en Hongrie qu'ici en Suisse. Donc j'ai tout le temps énormément apprécié le fait de ce que je recevais ici. Nounou hongroise, vous parlez combien de langues? On va dire 5 et demi. L'espagnol, je ne le maîtrise pas à fond, mais... Par contre, j'ai donc le français, du mieux que je peux. Ensuite, le hongrois, allemand, avec votre compagnon, vous parlez allemand, hongrois? Non, avec André, je parle français, donc parfaitement bilingue. Mais aussi suisse-allemand? Oui, j'essaye de temps en temps avec sa famille de parler suisse-allemand. Hongrois, ça va comment? Dites-nous un mot hongrois. Jó estet kívánok, je viens dire bonsoir. Hogy tetszik lenni, comment allez-vous? Non, je pense que j'ai une assez bonne maîtrise du hongrois. Aujourd'hui, c'est une carrière internationale. Vous voyez ceux qui commencent à réussir, qui réussissent depuis longtemps maintenant même, mais Wawrinka, évidemment. Vous avez regardé la grande finale à Roland-Garros? Ah oui, j'ai raté plus ou moins les 2 premiers sets, mais ensuite j'étais présente et j'ai versé, comme je pense beaucoup de personnes, des larmes d'émotion quand il a gagné la balle de match et quand il a soulevé le trophée. Vous pouvez aller jusqu'où, vous-même, aujourd'hui? Je ne sais pas. Et je suis toujours à la recherche, justement, de ces limites. La séduction, ça compte beaucoup dans votre métier. Vous séduisez le public, vous séduisez les sponsors. Tout à l'heure, vous parliez il faut impressionner l'adversaire, mais il faut séduire aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens à séduire.
Enfin, je me suis jamais vraiment posé la question de comment je voulais séduire les sponsors ou les personnes. Je pense que je suis quelqu'un de très spontané et très naturel. Donc, en principe, je suis comme je suis aujourd'hui. Je le suis avec tout le monde. Enfin, j'espère. Vous avez un tatouage, vous avez plusieurs tatouages. Alors, il y a le pied, tout à l'heure, on en parlait. Oui. Il y en a un dans le dos. Oui. Qu'est-ce que c'est? Dans le dos. C'est Petite Timmy. Enfin, c'est un peu mon surnom, mais en tibétain. D'accord. Que j'ai fait quand je me suis qualifiée aux Jeux Olympiques en 2008. Ensuite, il y a une hirondelle. À montrer l'hirondelle alors. Voilà, on la voit bien, c'est parfait. Qu'est-ce que ça représente, l'hirondelle? Pour moi, c'est le symbole du renouveau, du printemps, de la vivacité et quelque chose de frais. Voilà. Et après, j'ai 2 flèches sur ma hanche. Ah oui, vous êtes couverte bientôt. Ouais. Ça, c'est mon tempérament de guerrière qui a voulu, au fait, ça. Et peut-être plus à venir, on ne sait pas. Vous apportez beaucoup à la Suisse, hein. Le génie de Wawrinka, le génie de Federer, le vôtre. Vous vous sentez suisse quand vous voyagez? Vous vous dites, voilà, ça, il y a un moment de fierté suisse? Ah oui, je me sens totalement suisse avec la chance d'avoir des origines étrangères et qui m'ont fait apprécier énormément de choses que la Suisse en plus a à nous offrir. Mais je me sens extrêmement suisse et je fais énormément de publicité pour nos bons mets du terroir. Il y a beaucoup de cuisine dans votre histoire, hein, notamment le moment où vous revenez au tennis. Je crois que vous êtes en train de faire une tarte tatin. Oui, puis... pour un mariage, oui. 400 tartes tatin que je devais confectionner avec l'aide évidemment des pâtissiers de l'hôtel. Mais... Et vous recevez l'invitation Roland-Garros? Oui, je reçois l'email qui me dit que je suis rentrée dans la liste qui peut faire en fait, les qualifications. Ça, c'est quoi? C'est le destin, c'est la chance, c'est le hasard? C'est le hasard. Je représente la vie avec une espèce... C'est une parabole, c'est une courbe qui fait que évoluer. Et puis, des fois, on est en bas, on se dit, on peut que remonter. Et j'ai tout le temps cet état d'esprit à me dire que quand ça se passe mal, ça peut que se passer mieux. Et du coup, peut-être c'est à ce moment-là où ma courbe était en train de remonter. Merci, Thiem Awczynski. Avec plaisir. Quand Merci on disait aller jusqu'où, c'est Wimbledon, bien sûr. Oui, bonne chance. C'est le premier pas. Vous avez des superstitions avant un très grand tournoi comme ça? Non, pas spécialement. Mais tous les matchs que je joue, même si mes chaussettes ne se voient pas, l'unique superstition, c'est qu'elles doivent être blanches. Ah oui, Wimbledon, c'est parfait. Bon, mais même si on ne les voit pas dans la chaussure, c'est... Voilà, jusqu'à la fin de ma carrière, ça sera comme ça. Vous pensez déjà à la vie d'après? Oui, j'ai quelques idées, mais comme j'ai pu le prouver que la vie, elle peut changer, mais ça tient un fil, ça peut aller dans tous les sens et assez rapidement. Donc, je me laisse la possibilité d'avoir le maximum de portes ouvertes pour mon après-carrière et je prendrai évidemment le soin de bien choisir. Merci, bonne chance. Merci beaucoup.